Bonjour, contente de vous retrouver. Aujourd'hui avec Charlotte qui est derrière la caméra, nous sommes à l'Île Grande. Nous allons retrouver Sophie Guillaume, animatrice nature à la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. C'est cette association qui gère la fameuse réserve des 7 îles. Depuis cet été, c'est l'une des plus grandes de France. Sophie Guillaume l'a fait découvrir aux curieux. Elle a eu un coup de cœur pour ce territoire il y a quelques années et c'est ici aussi qu'elle a retrouvé la santé. On va la rejoindre. Le goéland brun, lui, quand il va s'exprimer, il va y avoir un côté un peu narquois. Sophie Guillaume, bonjour. Bonjour. Du coup, là, on commence la journée avec une animation à terre, parce que vous ne sensibilisez pas, tu ne sensibilises pas seulement aux oiseaux de la réserve des 7 îles. Ah non, pas seulement. L'avantage qu'on a avec la délocalisation en fait de la maison de la réserve naturelle des 7 îles sur l'île Grande, c'est qu'on est sur un littoral exceptionnel où on a tous les bords de mer de Bretagne réunis au même endroit. Et ce serait dommage de se priver de cet espace-là pour ne parler que des oiseaux ultra exceptionnels qu'on a sur la réserve naturelle des 7 îles. Donc on profite en fait de notre emplacement qui est en plus sur un espace naturel sensible du département pour initier vraiment les gens à l'univers de l'oiseau en général. L'avantage c'est que les gens quand ils sont passés auprès de nous, ils aient derrière un nouvel œil sur leur contexte du quotidien et qu'ils sachent repérer en fait l'oiseau là-dedans, tout simplement. Mais souvent au sol, le courlis se contente de 2 notes et les 2 notes font comme 2 syllabes qui prononcent son nom. Je trouve que c'est magnifique, ça me plaît vraiment beaucoup et j'adore observer les oiseaux. C'est très pédagogique, plein d'explications. Vraiment, Sophie est passionnée, c'est un puits de connaissances. Sophie, tu fais ça depuis combien de temps? Plus de 20 ans ici? 21 ans exactement, ouais, ici à la station LPO de l'Île Grande et puis j'avais fait 2 ans et demi ailleurs au début de ma carrière en Basse-Normandie et c'était déjà dans l'animation nature, donc on va dire bientôt 25 ans de pratique. Mais à la base, c'était pas du tout l'animation, c'était pas ce que tu avais en tête? J'avais en tête l'environnement, la protection de l'environnement et c'était ça en fait ma formation de base et j'étais plutôt destinée effectivement à tout ce qui est du domaine de technicienne de terrain, diagnostic des paysages par rapport aux impacts humains, voilà, être capable de dire où en est la biodiversité et chaque fois qu'il fallait faire des retours, eh bien moi j'étais à l'aise en fait pour transmettre et on me l'a fait remarquer parce que comme moi c'était facile, j'ai pas trop fait attention et comme on me l'a fait remarquer à plusieurs reprises, ça a fini par m'interroger puis je me suis dit peut-être que là il y a quelque chose à exploiter et puis ça s'est fait comme ça. Voilà. Et alors tu as parlé juste avant du début de carrière en Basse-Normandie. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas restée là-bas? Qu'est-ce qui fait que tu es venue ici? Alors je suis bretonne déjà, de base, Bretagne Sud. Et c'est vrai que la proximité de la Normandie, je l'avais choisie parce que j'avais du mal à quitter la région Bretagne. Et puis le choc, il a été à plusieurs niveaux. Il a été au niveau santé. Parce que je me suis éloignée du bord de mer et que je ne me doutais pas des conséquences sur mon organisme. J'étais à travailler en Suisse normande, donc j'étais à plus de 30 km de la mer, j'étais à quasiment 40-50 km de la mer et finalement mon organisme n'a pas supporté le manque d'iode. Je ne savais pas que ça existait ce genre de choses et il a fallu que je sois touchée pour le comprendre et dysfonctionnement thyroïdique à répétition ont fait que j'avais plus l'énergie nécessaire pour ce métier-là qui demande énormément d'énergie et je n'arrivais pas à comprendre d'où ça venait jusqu'à ce qu'un médecin mette les mots dessus et que je comprenne que le manque d'iode était fatal et du coup j'ai cherché le rapprochement avec la mer et surtout le retour vers la région que je n'arrivais pas à quitter. Du coup, quand tu as vu un poste ici à la station et que tu es venu sur le territoire, tu as eu un véritable coup de cœur. Mieux que la Bretagne Sud alors. En fait, beaucoup mieux que la Bretagne Sud et je ne le soupçonnais pas non plus. En voyant ces paysages-là, je me suis dit waouh, ça existe, c'est magnifique quoi. Et j'ai accepté d'emblée. Quand on me l'a proposé, ce poste-là, alors que je quittais un CDI pour finalement ce qui était un CDD au départ, je me suis dit ces paysages-là, même pour une période courte, je ne peux pas passer à côté. Et j'ai jamais regretté. Et du coup, la santé va mieux? Dès que j'ai atterri ici à Méry, on pourrait dire, sur ce territoire, tous les problèmes que j'avais de dysfonctionnement thyroïdique se sont évaporés. Incroyable. Incroyable. Donc on peut dire ici que le territoire t'a un peu
Sauver la santé. Ouais, sauver dans tous les sens du terme. J'y ai trouvé ma place, vraiment. Ouais. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui vont visiter l'expo dans la foulée? Ouais, eh ben, on se rejoint. Allez, on va commencer ici. L'ensemble de l'information sur la réserve naturelle des Sept-Îles, tout ce qui se passe entre deux eaux. Ce qui fonctionne le mieux ici, c'est clairement le support en direct avec les fous de bassin, où là, on a une caméra qui est installée à 15 km au nord-est d'ici et qui nous ramène tout le temps la télé-réalité chez les oiseaux. Chaque oiseau connaît son adresse par cœur. Et le résultat, c'est que chaque adresse est farouchement défendue. Regardez là justement ce qui vient de se passer. Il a mal atterri, l'oiseau, et ça y est, il est rendu chez lui. Et là, vous avez la parade amoureuse qui se met en place, et à côté, le voisin, il râle. Si je résume ici, si on vient au musée, on a un petit avant-goût de la réserve des Sept-Îles. Alors ça marche dans les deux sens. Ça veut dire que ça peut être une préparation au voyage grandeur nature, ou ça peut être un bilan voyage grandeur nature. C'est bien de le prévoir en préparation parce que l'avantage de nos silhouettes reconstituées, c'est qu'elles sont très réalistes et quand on y va pour de vrai. Voilà, tout à fait. En tout cas, pour nous, on va faire la première option aujourd'hui, on prépare d'abord le musée et ensuite on va sur le bateau. On va à la réserve. On a un centre de soins ici aussi dans ce bâtiment pour soigner les oiseaux. Oui, alors je peux vous mettre en direct du coup avec ce centre de soins parce qu'il est hors de question de l'autoriser aux visites. Sachant qu'on parle d'animaux sauvages, c'est des animaux qui sont très stressés en fait par la captivité. On était sur les 40 ans de l'Amo Cocadis il n'y a pas si longtemps que ça. On avait des images d'archives. D'accord. Je te montre ça. La marée noire de l'Amo Cocadis a entraîné la mort de milliers d'oiseaux, notamment sur la réserve naturelle des Sept-Îles à Perros-Guirec. À l'époque, ce sont des bénévoles de la Ligue pour la protection des oiseaux qui ont été chargés de les recenser et de les soigner sur tout le littoral costarmoricain. Il a fallu que des gens proposent bénévolement de prêter une partie de leur maison, leur garage, leur hangar pour recueillir ces oiseaux qui étaient acheminés et recueillis déjà par d'autres bénévoles. Donc il y a eu comme ça 8 centres de soins improvisés sur le littoral des Côtes-d'Armor. Et pour sauver un oiseau mazouté, le procédé est long, il faut compter environ 4 semaines. Dans la cage, ils se réchauffent, reprennent du poids avant d'être lavés et donc stressés. À l'époque de l'Amoco, on ne savait pas très bien comment s'y prendre. On n'avait pas encore mis au point vraiment la technique. Et en fait, le plus difficile, c'est pas de démazouter l'oiseau, c'est de faire en sorte que son plumage redevienne étanche. Il y a certainement des oiseaux qui n'ont pas survécu après leur relâcher à cette époque-là, du fait qu'ils n'étaient pas parfaitement étanches ou qu'ils n'avaient pas retrouvé une condition physique parfaite. Un désastre pour la faune, certaines espèces d'oiseaux ont perdu 40% de leur effectif. Cet accident remettait en cause non seulement la survie de la colonie, mais en fait des décennies de protection de la nature. Et maintenant, ces populations ne s'en sont pas vraiment remises puisqu'elles sont encore à leur niveau le plus bas. À l'époque, la LPO a porté plainte dans l'affaire. Après des années de procédure, elle a été déçue des indemnités, mais elles ont permis de construire ce centre de soins à l'île Grande où les oiseaux sont soignés quotidiennement. Oui, donc c'est vraiment l'historique en fait, le centre de soins quand il est né en 84. L'opinion publique était prête à ce que vraiment on s'occupe du sort des oiseaux sauvages parce que il y avait tout cet antécédent des marées noires qui étaient passées par là avec des oiseaux en très très mauvais état en train d'agoniser en fait sur nos littoraux. Donc en l'occurrence ça a été la première spécialité annoncée, mais désormais en fait le centre de soins il accueille tout type d'oiseaux sauvages sur toute la région Bretagne. On est sur une capacité d'accueil de 1000 animaux à l'année en moyenne. Il y a plein de moments dans l'année et en particulier au cœur de l'été où au téléphone on est obligé de dire aux gens non, c'est plus possible, on ne peut pas pousser les murs. C'est compliqué pour nous. Là c'est un côté médiation au téléphone qui prend de plus en plus de place parce que on s'en est rendu compte au sortir de la Covid, ça y est, les consciences sont éclairées, chaque humain est vraiment préoccupé par le sort de la biodiversité et derrière en fait ça n'a pas suivi au niveau de la prise en charge publique. Sur le nombre de coups de fil nous qu'on a par semaine concernant les besoins d'assistance sur animaux sauvages trouvés en difficulté, c'est largement une centaine par semaine. Justement, mail, téléphone, le bureau, c'est aussi une partie de ta journée? C'est la suite? C'est aussi une partie de la journée, tout à fait. Voilà, le téléphone va sonner, je pense. Et alors là, Sophie, ici c'est un open space, vous êtes plusieurs à travailler ici sur la station? Oui. Vous êtes combien ici? Alors, que je te dise pas de bêtises, on doit être 8 permanents.
salariés. Et qu'est-ce que tu as à faire au bureau, toi ? Alors là, après la sortie de ce matin, c'est ce que j'étais en train de faire. En fait, je répertorie au fur et à mesure les fréquentations. Ça fait partie du défi qu'on se donne chaque année de vraiment sensibiliser un maximum de personnes. Vous avez de plus en plus de monde alors ? Sur le grand public, on peut le dire, ouais. Bon, je te laisse travailler. On se retrouve à la réserve des 7 îles tout à l'heure. C'est ça. Alors. On a la preuve qu'il fait beau. Il fait beau quand on a fini de faire nos images ici à l'île Grande. Bah oui, mais c'est pas drôle. On se retrouve ici pour l'embarquement, pour la réserve des 7 îles. Globalement, les gens qui vont visiter la réserve des 7 îles l'été comme ça, ce sont des locaux, ce sont des gens qui viennent de loin. Sur cette période-là, on le fait, nous, avec la LPO, des bateaux dédiés Formule Nature pour les individuels. Donc c'est juillet, août. Et principalement, il va s'agir clairement de personnes qui viennent en visite depuis d'autres territoires, qui sont là en tourisme. Je suis venue il y a quelques jours et j'ai demandé, par contre là, aux Bretons, aux locaux, ce que représentait la réserve des 7 îles pour eux. On regarde ? Oui. C'est un espèce de symbole en fait. Pour moi, ça représente la région. C'est un site qui est unique en France, qui est unique en Europe. C'est un site protégé, c'est une nature préservée. À mon sens, c'est capital. Déjà, c'est capital de devoir conserver des réserves. Et puis, ça fait partie d'un certain patrimoine. Ça apporte quelque chose au paysage aussi. Ils sont beaux les oiseaux. Quand on était enfant, on allait très souvent aux 7 îles. J'ai commencé la chasse sous-marine là-bas. Bon, c'était un endroit où il y avait, qui était béni, hein, il y avait énormément de poissons. Et donc il serait nécessaire d'aller encore beaucoup plus loin dans l'interdiction de pêcher. J'y vais aller une ou deux fois par an avec les petits-enfants. Et c'est une espèce de ressource et de... Ouais, je sais pas, c'est un endroit unique, refuge, un cocon. C'est super. Ils sont vraiment conscients, en fait, de ce joyau écologique. Et ça fait plaisir. Pour toi, qu'est-ce que représente la réserve des 7 îles, pour toi personnellement ? Pour moi, ça représente un territoire rare parce qu'il y a vraiment la volonté de ne pas trop intervenir en tant qu'humain et de laisser les équilibres naturels se trouver par eux-mêmes. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits en France métropolitaine où on peut se permettre ça. Il y a cette frontière naturelle qui est la mer tout autour qui permet ça et qui nous fait en tirer des leçons parce que les équilibres naturels, ils se trouvent. Bassin est avant tout un oiseau strictement marin. Il est fait pour vivre en mer tout le temps, sans jamais toucher terre. Ce qui va l'inciter à déposer palme à terre, c'est la contrainte de ponte d'un œuf. Il est fidèle à son nid, il est fidèle à son partenaire, mais ça, c'est vraiment cantonné à 6 mois de l'année. Sophie, cette réserve, la réserve des 7 îles, c'est l'une des premières qui a été créée en France et peut-être l'une des plus importantes aujourd'hui. C'était déjà l'une des plus importantes et c'est effectivement l'une des plus anciennes. Et c'est devenu un joyau écologique incontournable dans la mesure où on a 2 espèces patrimoniales vraiment majeures qui sont le fou de bassin et le macaremoine qui ont pour seul site de reproduction au niveau métropolitain en France cet endroit-là. Celui-ci. On trouve maintenant aussi des phoques, des dauphins, les phoques qui adorent venir ici. En 30 ans, de 3 naissances, on est passé à 70. Ce lieu-là, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'historique, pourquoi il a été créé ? Il y a eu de la chasse ici. Oui. Ce lieu-là a été longtemps un lieu de loisirs libre pour les humains. Et ça a dérivé au début du XXe siècle dans un début de tourisme assez violent. Parce que la présence des macaremoines avait bien été repérée en fait sur cet archipel. Et les débuts du tourisme, ça s'est passé sous la forme d'un safari breton. En fait, les humains qui arrivaient à l'époque, ils venaient pour se faire débarquer et le fusil au bras, ils venaient exercer une sorte de jeu de massacre qui consistait à tirer à bout portant tous les macaremoines qu'ils avaient sur leur passage. Qu'est-ce qui a déclenché la création de cette réserve? C'est ça, c'est cette chasse? C'est cette chasse, c'est ce carnage qui est arrivé aux oreilles des 3 fondateurs de la Ligue pour la protection des oiseaux sauvages. Très rapidement, quelques semaines après la création de l'association, ils ont été tenus au courant de ce qui se passait ici. Et finalement, c'est devenu le premier grand combat de la LPO, ce qui a porté à connaissance l'existence de l'association et puis ce qui a permis aussi d'assurer la première victoire.
parce qu'ils sont remontés au pouvoir public, ils ont bougé l'opinion et ils ont réussi en 1912 à faire prononcer l'interdiction de chasse sur cet archipel et à mettre déjà sous haute protection ces quelques îles parce qu'elles avaient été repérées comme un refuge incontournable le temps de la reproduction d'oiseaux marins, d'oiseaux pas comme les autres, d'oiseaux qui sont tellement faits pour la vie en mer qu'ils ne déposent pas le mater que le temps de l'élevage d'un poussin. Je peux te montrer des images qu'on avait tournées ensemble il y a quelques années. Waouh, ça va pas me rajeunir. Je sais pas si vous réalisez la chance qu'on a. Ça va être intéressant de garder le comparatif parce que avec la grippe aviaire qui est passée par là, en fait, la nuance de blanc sur ce rocher, elle a changé. Justement, et là, on le sent beaucoup plus recouvert, en fait. Il y avait une densité énorme de ces fous de bassin, encore jusqu'à l'année dernière. Et c'est vrai que là, désormais, ils sont là. On s'en réjouit, ils sont revenus. Ils sont moins nombreux qu'avant, clairement. Justement, quand tu parles de la grippe aviaire, je voulais te montrer aussi un autre témoignage de Pascal, qui est le conservateur ici, qui nous parlait justement de la situation de l'année dernière. On a affaire à une situation mais complètement inédite parce qu'en fait il y a la nature qui souffre, la nature ce qu'il en reste du moins, et on ne peut rien faire. En 1 mois et demi, 2 mois, au minimum une centaine de cadavres jonchent la colonie, des centaines de nids vides, donc potentiellement peut-être quelques milliers d'oiseaux qui ne sont pas revenus à la colonie. On a affaire à un événement vraiment de caractère exceptionnel, inédit. On constate les dégâts. Les autorités préfectorales ont dit ne touchez pas aux oiseaux morts sur la côte, en mer, ne touchez pas aux oiseaux mourants. Cette colonie elle va être lourdement impactée. C'est une certitude maintenant, elle ne va pas disparaître demain. Cette colonie, elle est toujours en place et donc lui donner un peu de souffle, un peu d'air dans le projet de réserve marine. Demain, sur les pressions supplémentaires et que l'on connaît, la baisse des ressources, est-ce qu'il faudra agir? Oui, certainement. La baisse du maquereau, c'est une certitude. D'autre part, agir sur les captures accidentelles. On est des oiseaux pris dans les engins de pêche. Donc finalement, les uns à la suite des autres, c'est réduire les pressions de manière à ce que cette espèce perdure dans le temps. Il explique bien que la grippe aviaire, c'est vraiment le coup près qui tombe au bout de toute une série de pressions. Ils étaient 1 million en 2014, les fous de bassin sur la planète. Peut-être qu'ils sont moitié moins désormais. En tout cas, on croise les doigts vraiment pour qu'ils tiennent le choc et pour que la survie se passe le mieux possible et que ce virus les laisse tranquilles, surtout parce que la mutation de ce virus a surpris tout le monde. Et justement, leur gène a commencé à changer aussi. Leurs yeux bleus caractéristiques sur certains individus n'est plus là. Il y a effectivement certains individus touchés par la grippe aviaire qui s'en sont remis, qui ont les yeux qui ont changé de couleur. Donc c'est quelque part la preuve que ce virus tape très fortement dans l'organisme. Et quand il ne tue pas l'oiseau, il a l'air de laisser des traces quand même. Après, on ne maîtrise pas du tout l'ampleur de tout ça. Je suis désolée, il faut que j'enchaîne. Vas-y, je t'en prie. Je vous ai pas précisé que face à un danger terrestre qui menace réellement tout le monde, ils sont incapables de se défendre correctement, encore moins collectivement. C'est la panique générale. C'est excellent, c'est formidable. Le contact des animaux aussi proches, la chance qu'on a eu de voir un phoque. J'ai adoré cette animation. Vraiment, c'était formidablement intéressant, avec Sophie qui nous a donné énormément d'informations sur la population, sur les îles. C'était très passionnant, l'animatrice était géniale, on a appris plein de choses, voilà, c'était super. Sophie, on vient de voir du coup la réserve. Est-ce qu'aujourd'hui la grippe aviaire a touché cette colonie et comment elle se porte? Parmi ces fous de bassin qui pour l'instant n'ont pas redéveloppé de symptômes au sein de la colonie. Donc pour nous, l'extraordinaire bonne nouvelle, elle est clairement là. S'ils peuvent au moins avoir une année de répit et de reproduction réussie, ce sera toujours ça de gagner. Voilà. Maintenant, on sait qu'on en a perdu beaucoup. Il y a une perte en rigueur de territorialité. Donc tout ça va s'organiser au fur et à mesure et pour l'instant, elle continue. Et pour nous, c'est essentiel. Voilà. On n'en a pas parlé, mais cette réserve, elle a été étendue cet été. Elle a été multipliée par 70. Tout à fait. Ça n'a pas toujours fait que des heureux. Je te propose de regarder une réaction d'un habitant
qui justement étaient contre cette extension. La population de Foutbassan est stable depuis 10 ans et si elle rencontre des problèmes, ce n'est pas dû à la situation locale, encore moins à la population locale qui a l'habitude d'aller aux Sept-Îles, que ce soit pour y pêcher, pour y faire de la voile, pour y plonger, etc. Nous voulons que la circulation de l'homme dans la réserve puisse continuer à se faire. Ça, c'était une interview d'il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est un peu combat gagné ? En tout cas, l'enquête publique l'a montré sur plus de 1000 avis qui se sont exprimés, parce que c'est une enquête publique qui a énormément mobilisé. Il y a eu plus de 1000 avis vraiment à s'exprimer. Finalement, 200 à moins de 300 étaient vraiment négatifs. Après, comme je l'expliquais, ça s'est fait en concertation. Et les interdictions, une petite zone de à peine 1 km² en mer. Et en l'occurrence, d'avril à septembre, effectivement, dans cette zone-là, aucune activité humaine ne sera autorisée. Mais tout le reste de l'archipel va pouvoir continuer à voir évoluer en fait les activités locales. Et clairement, on va se donner les moyens, par contre, grâce à cette extension territoriale, de comprendre ce qui se passe sous la surface de l'eau, parce qu'on se doute que c'est en rapport avec les dynamiques difficiles désormais de ces populations d'oiseaux pour lesquelles il semble que protéger le petit bout de caillou où l'oiseau pond son œuf, ça ne suffit plus à assurer la pérennité de l'espèce. Il leur faut de la nourriture. Clairement. Et l'état de la ressource, pour l'instant, n'est pas suffisamment connu. Qu'est-ce que tu ressens à chaque fois que tu rentres comme ça de visite de cette réserve? Une échappée belle au royaume du sauvage. C'est-à-dire que j'ai fait incursion chez eux. Et à chaque fois, j'en suis extrêmement reconnaissante. C'est magique. C'est magique. C'est leur domaine, c'est leur vie à laquelle j'ai la chance d'assister régulièrement. Et je pense que ça procure énormément d'émotions à tout le monde. Moi, ça fait 21 ans que j'y vais, au pied de cette colonie, et ça fait 21 ans que le cœur s'accélère toujours de la même manière. Je sens que tu es touchée là quand tu en parles. Oui, ils sont extraordinaires, ces Foutbassan. Sophie, merci. De rien. C'est la fin de cette émission. On arrête ici. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve le mois prochain pour aller à la rencontre d'un nouveau costarmoricain ou d'une nouvelle costarmoricaine. Je suis espionnée là, en permanence. Ah bah il y a du mouvement. D'animatrice. On va avoir besoin que Mathilde se déplace un petit peu, parce que pour l'instant, on ne voit que la tenue de Mathilde. On va faire quelques châteaux de sable. Allez, c'est parti. Et moi, j'ai une glace aussi.